Convoy and Ganyan Style. Vous êtes bien sur Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 21h en temps universel. Benoît Almiraz. Dans l'actualité de ce 18 février, la chute de l'espérance de vie des Américains en an de moins en raison de Covid et les Afro-Américains sont beaucoup plus touchés, vous l'entendrez. Les États-Unis et l'Europe qui avertissent l'Iran au sujet de son programme nucléaire, Paris, Berlin, Londres et Washington appellent Téhéran à respecter les engagements de l'accord de Vienne conclu en 2015. Le bras de fer aussi entre Facebook et l'Australie. Le réseau social bloque le partage d'actualités dans le pays en réaction à un projet de loi de Canberra. Le texte forcerait le géant d'Internet à rémunérer les médias australiens. Mais avant de développer ces titres, on s'envole en direction de la planète Mars. Le robot Persévérance de la NASA a atterri sur la planète rouge il y a 5 minutes tout juste après 7 mois de voyage dans le système solaire. La mission doit entre autres tenter de trouver des traces d'anciens organismes au cours des 2 prochaines années. Plus d'infos à suivre dans un instant. Je vous le disais en titre, l'espérance de vie des Américains est à son plus bas niveau depuis 15 ans, conséquence de la pandémie de Covid selon les données des centres de contrôle et de prévention des maladies du pays aujourd'hui. Des données qui révèlent aussi les disparités parmi la population. Les Afro-Américains ont vu notamment un recul plus important de leur espérance de vie. RFI Washington, Anne Corté. L'espérance de vie aux États-Unis s'est réduite d'1 an pour l'ensemble de la population. C'est la plus forte baisse observée depuis la Seconde Guerre mondiale. Et elle a plongé chez les Noirs, moins 2 ans et demi entre 2019 et le premier semestre de 2020. Les disparités en termes de durée de vie entre les Blancs et les Noirs se réduisaient lentement depuis plusieurs années. Elles se sont à nouveau accrues à cause du coronavirus. Les Afro-Américains vivent en moyenne 6 ans de moins que les Blancs. Cet écart n'avait pas été observé depuis 1998. Les chiffres reflètent l'énorme impact que la pandémie a eu sur les Afro-Américains. Ils sont plus touchés que les Blancs et enregistrent un taux de mortalité plus important. Les experts espèrent que la vaccination des Américains atténuera ces disparités, mais ils préviennent les Afro-Américains de plein fouet la crise économique, ce qui a des conséquences tangibles sur la santé, compte tenu du coût exorbitant des soins médicaux aux États-Unis. Anne Corpet, Washington, RFI. Et toujours dans l'actualité du coronavirus, on a appris qu'Israël va prolonger de 2 semaines la fermeture de ses frontières pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Elle restera en vigueur, cette fermeture des frontières, jusqu'au 6 mars prochain au moins. Décision de l'État hébreu ce soir. Un avertissement pour Téhéran. Les chefs de la diplomatie américaine, britannique, allemande et française ont appelé ce soir l'Iran à respecter ses engagements prévus dans le cadre de l'accord sur le nucléaire de 2015. Pour le ministre des Affaires étrangères des 4 pays, il serait dangereux de limiter les visites de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les sites iraniens. La République islamique veut mettre un terme à ces inspections dans les jours prochains. Le juge libanais en charge de l'enquête sur la double explosion du port de Beyrouth est dessaisi. La Cour de cassation a désavoué Fadi Sawan, c'est son nom, à la suite d'un recours de 2 anciens ministres. Ces derniers étaient mis en accusation pour négligence après la catastrophe qui a fait 200 morts et plus de 6500 blessés en août dernier. Les précisions de notre correspondant à Beyrouth, Paul Ralifé. Le désaveu est cinglant. La Cour de cassation a motivé sa décision de dessaisir le juge Fadi Sawan par 2 arguments juridiques et personnels. Sur le plan légal, le tribunal a estimé que le juge d'instruction avait lui-même violé la loi en affirmant qu'il ne reculerait devant aucune immunité ou ligne rouge dans son enquête. Ces propos posent problème, car selon la Constitution, les présidents, les premiers ministres et les ministres ne peuvent être jugés que par une cour spéciale créée par le Parlement. Sur le plan personnel, la Cour de cassation souligne que l'appartement du juge Fadi Sawan, dans le quartier d'Ashrafieh, durement touché par le drame du 4 août 2020, a été endommagé par l'explosion. Par conséquent, le magistrat a été directement sinistré par la déflagration,
qu'il met en cause son objectivité dans l'affaire, selon la Cour de cassation. Ces arguments n'ont pas convaincu les familles des victimes du 4 août. Leur porte-parole a accusé les responsables politiques de les avoir tués une seconde fois en stoppant l'enquête censée faire la lumière sur le drame. Plus de 6 mois après l'explosion, l'enquête revient donc à la case départ. Après le désaveu de Fadi Fawan, celui qui lui succédera devra s'armer d'un très grand courage pour mettre en cause des hommes politiques. Paul Khalife, Beyrouth, RFI. C'était un discours très attendu en Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé il y a 2 heures face à la nation. Plusieurs annonces majeures à retenir. D'abord la dissolution du Parlement et l'annonce d'élections législatives anticipées, un remaniement ministériel sous 48 heures, mais aussi et surtout une grâce pour une 60aine de détenus membres du mouvement de contestation populaire, le Irak. Des annonces qui arrivent à la veille du 2e anniversaire du soulèvement contre l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Toujours en Algérie, la justice a condamné à mort ce soir le principal accusé de l'assassinat du Français Hervé Gourdel, ce guide de haute montagne enlevé et décapité par djihadistes en Kabylie dans le nord du pays. C'était il y a un peu plus de 6 ans. Le procès s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal de Dar el Beida. Au total, 14 personnes étaient poursuivies dans cette affaire. Plus au sud, en Afrique de l'Ouest, la Guinée... Voilà, alors qu'au moins 5 morts de la fièvre hémorragique ont été recensés dans la région de Nzérékoré, à l'est du pays. Les vaccins sont envoyés de Genève et des États-Unis pour contenir cette nouvelle épidémie qui arrive 7 ans après la flambée d'Ebola qui avait fait plus de 11 000 morts en Guinée, Sierra Leone notamment. La colère de l'Australie contre Facebook. Le gouvernement de Canberra a vivement réagi aujourd'hui après le blocage du partage des contenus d'actualité sur le réseau social dans le pays. Une mesure de rétorsion décidée par le géant d'Internet contre un projet de loi. Le texte forcerait la société américaine à rémunérer les médias australiens. On revient sur les enjeux économiques de ce bras de fer avec Thomas Fauré, président de Waller, plateforme française de réseaux sociaux sécurisés. Facebook, Twitter, etc., en réalité font beaucoup d'argent en publiant des données qui sont par ailleurs produites par les médias traditionnels, c'est-à-dire les services de presse. Et effectivement, l'idée de pouvoir soutenir la presse, je pense que ça a aussi beaucoup de sens avec les problématiques des fake news, hein, c'est de pouvoir avoir un rehaussement des services de presse. C'est aussi l'idée de faire en sorte que de nous éduquer face aux réseaux sociaux qui prennent toute la communication mondiale aujourd'hui. Et les gouvernements se battent pour ça, et en particulier l'Australie, qui est dans un bras de fer absolument stupéfiant avec Facebook, précédemment avec Google, mais un accord a été trouvé avec Google qui rémunère les sites de presse à hauteur de 22 millions de dollars, puis avec Facebook, c'est la guerre. Thomas Fauré, président de la société Waller, il était l'invité de RFI Midi avec Charlotte de Rouen. Entretien à retrouver en intégralité sur rfi.fr. Et toujours sur Internet, mais en Birmanie cette fois, le mouvement pro-démocratie s'attaque désormais aux sites et pages Facebook proches de la junte militaire. Des pirates informatiques ont ciblé la nuit dernière la page de propagande de l'armée. Ils entendent ainsi protester contre les blocages d'Internet mis en place toutes les nuits depuis le début de la mobilisation contre le coup d'État militaire en Birmanie. Je vous l'avais promis en début de journal, on retourne sur la planète rouge, mission accomplie pour le Persévérance qui a transmis ses premières images il y a quelques minutes. Avec nous pour en parler, Cédric De Oliveira. Que doit-on retenir de cet atterrissage? Oui, bonsoir. Eh bien, mission accomplie donc pour Persévérance, vous l'avez dit, après avoir parcouru 470 millions de kilomètres. Pas plus gros qu'une voiture a donc traversé l'atmosphère martienne sans encombre, pour arriver à l'heure ou presque à quelques minutes près, une quinzaine de minutes, après les fameuses 7 minutes de terreur sans nouvelles de leurs bijoux, et les scientifiques américains de la NASA ont eu leur fameuse confirmation. Persévérance a envoyé sa première image sur un terrain plat, ce qui laisse penser qu'il a atterri là même où la NASA l'avait prévu, dans le cratère de G0, où les scientifiques pensent qu'un lac se trouvait à cet endroit il y a 3,5 milliards d'années. Et les ingénieurs attendent maintenant de nouvelles confirmations que le robot est en bon état et qu'il pourra donc débuter sa mission, à savoir explorer les environs de ce cratère de G0 pour déterminer si oui ou non les sols contiennent des traces de vie.
anciennes et recueillir ensuite des échantillons qui seront récupérés sur Terre dans quelques années, mais ça, ce sera une autre histoire. Merci Cédric de Oliveira qui a atterri il y a tout juste 1 minute 30 dans le studio 31 de RFI. On finit ce journal avec cette info. En France, Patrick Poivre d'Arvor, accusé de viol. On a appris aujourd'hui qu'une enquête est ouverte contre l'ancien présentateur vedette du journal télévisé de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, qui récuse fermement ces accusations. Il est 22h10 ici à Paris. Merci d'écouter RFI. Le goût du monde, Clémence Deneuve. Une émulsion de lait fermenté sur un crumble de mil, une note sucrée et fraîche, un souvenir d'enfance. Vous savez, quand on a juste la tête qui arrive au niveau des étals du marché et que les nez, les yeux sont à l'affût de toutes les saveurs et les parfums, l'éveil d'un palais, l'éveil du goût, cuisinier Maurice Sacco, notre invité ce samedi à 16h du temps anniversaire. Le goût du monde, Clémence Deneuve sur RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur RFI en cette fin d'après-midi où nous parlerons d'une vieille dame qui trébuche et Turin tremble. Le SC Porto hier dominait largement la Juventus. Cette défaite des Bianconeri est-elle comparable à celle des Blaugrana la veille face au PSG? En Espagne, le FC Séville dominé par le BVB, un Dortmund plus à l'aise en Ligue des Champions qu'en Bundesliga. Les Noirs guidés par leur attaquant norvégien, l'intenable Erling Haaland. Les week-ends de Chams sont Messi, Cristiano Ronaldo, peut-être, mais en tout cas avec Mbappé et Haaland. La relève est peut-être nos dieux. Enfin, le gagne en est-ce le fruit de la méthode de l'humble Nasser? C'est une question qu'on va avoir le plaisir de poser à Marc Libra. Bonjour Marc. Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Ça va mieux? Ah ben je viens que pour moi, moi Sinon vous n'êtes pas là? Ah quand tu perds, vous m'appelez pas, s'il vous plaît. Bonjour Nabil Djellit. Bonjour Annie, bonjour à tous. Tout va bien? Très bien. S'il faut venir quand l'OM ne perd pas, on viendra de toute façon. C'est une saison un peu mythique, mais Oui, mais ça, on connaît l'aventure de Nabil. Bonjour à vous tous, c'était un plaisir d'être là. Bon, on m'appelle quand le Bayern gagne, donc je suis tout le temps là. Ah mais aujourd'hui, ils sont pas au programme. C'est pas grave. Et ils gagnent quand même. Ils gagnent quand même. David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la file. Les Radio Foot commencent en Afrique aujourd'hui. Nous allons écouter la CEGAF, la nation gabonaise de football qui est furieuse. L'affaire de la nuit gambienne ne passe décidément pas. Souvenez-vous, cette nuit passée par les Panthères, couchés à même le sol de l'aéroport de la capitale, la veille d'un match comptant pour les éliminatoires de la prochaine CAN, jour 16 novembre dernier. Les réseaux sociaux avaient relayé, vous vous en souvenez sans doute, vous les avez peut-être vus d'ailleurs, ces photos de cette nuit honteuse, et la CAF s'était alors saisie du dossier pour finir par infliger une simple sanction financière, c'était 100 000 $ à la fédération gambienne, en sursis de cette somme à payer, alors que la CAF avait aussi par ailleurs publié Aubameyang qui critiquait l'inaction de la CAF qui avait été bien sûr appelée à la rescousse à travers les réseaux sociaux et je crois même à travers le téléphone. Alors la FEGAFOOT avait fait appel, elle a été déboutée, comme en témoigne le verdict notifié hier par la CAF, mais cela ne calme pas les Gabonais ni leur colère. Et nous allons en parler tout de suite avec Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon. Bonjour Patrice Neveu. Bonjour Annie. Merci beaucoup d'être en direct dans Radio Foot International. Ma question va être assez directe et simple. Votre sélection ne veut pas se de ces sanctions financières jugées trop laxistes et même pas d'ailleurs de la réponse qu'elle a eue à son appel. Non, tout à fait, mais je dirais que c'est pas de la colère, c'est une réaction logique par rapport à ce que l'équipe nationale a subi de la part de la fédération gambienne.
et n'étant pas satisfait des dispositions prises de la CAF, il est bien logique d'aller de mener comment dirais-je la juridiction devant le TAS, puisque la CAF s'est positionnée avec une simple amende. Qu'est-ce qui vous satisferait comme sanction? La sanction doit être sportive. Maintenant, c'était à la CAF où ce sera au TAS de le définir, en sachant que pour participer à un match de football, les joueurs de haut niveau doivent être dans les meilleures conditions possibles, c'est avoir un minimum de sommeil, un physique correctement préparé, et puis un mental aussi qui n'ait pas été amputé. Les deux ont été amputés volontairement par la fédération, par les dirigeants de la fédération gambienne. Donc il s'avère de prendre des décisions qui s'incombent. Patrice Neveu, effectivement, dans votre effectif, vous avez des joueurs qui jouent dans des grands clubs en Europe, et notamment, on pense à Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce que vous remarquez, par exemple, qu'un club comme Arsenal, en voyant ça, en lisant cela, eh bien, n'ait plus trop envie de céder son joueur, alors qu'il reste encore 2 matchs de qualification? Bien évidemment, mais c'est vrai pour le Gabon et c'est vrai pour toutes les nations africaines, parce que comment dirais-je, la fédération qui reçoit son joueur lors des matchs de sélection doit être en mesure, je dirais, de mettre son joueur dans les meilleures conditions possibles, que ce soit au niveau des hôtels ou autres, et encore plus au niveau de sa sécurité physique et mentale. Donc notre problème s'étend à toutes les fédérations africaines, dans la mesure où les grands clubs européens n'ont aujourd'hui plus l'assurance que leurs joueurs sont logis, protégés et bien traités lors des déplacements. Est-ce que selon vous aussi cette simple sanction financière est presque un appel à reproduire ce genre d'incident et finalement pour une fédération bien de s'en servir un peu comme une arme par rapport au match du lendemain, on va dire? Bah, c'est évident. En termes juridiques, on appelle ça de la jurisprudence. Et là, il y a jurisprudence. Si la 3 fédérations, 4 fédérations lors des prochains matchs qui font la même chose, d'accord, qu'est-ce que la CAF va pouvoir faire? La même sanction. Donc c'est la porte ouverte à des choses qui sont inadmissibles dans le monde du football. Patrice Neveu, en plus, il reste, je le disais, des matchs de qualification pour la CAN 2022. Vous êtes dans le groupe D. La Gambie, justement, peut-être, mais est première de ce groupe, à égalité de points avec vous. Il reste 2 matchs importants. Vous allez recevoir les Congolais de RDC. Il y aura ensuite ce match en Angola. Et vous êtes 2e du groupe, mais la RDC n'est pas loin. Est-ce que vous avez aussi peur pour la qualification de l'équipe? Non, ça c'est tout autre chose. Les matchs qui arrivent, on va les jouer et puis on sait qu'on a les armes pour se qualifier. Si on nous donne la possibilité de nous préparer, je dirais sérieusement, avec la totalité de notre effectif. Je dirais, on le sait, en plus, la tendance aujourd'hui est à se dire oui, mais ça s'est déjà fait plusieurs fois en Afrique, on connaît. Non, relevons un peu, je dirais, comment dirais-je, la valeur de ce beau continent, et ça ne s'est jamais fait. Nous sommes en période de Covid où il y a des morts dans le monde entier, et ce qui s'est passé avec notre équipe n'a jamais s'est jamais reproduit où que ce soit. Donc voilà, je veux dire, on peut pas obliger les gens à porter des masques ci et ça, et du côté du football, ne pas prendre en compte, je dirais, des tests PCR qui étaient totalement valables, et puis faire coucher des joueurs au sol à respirer la poussière. C'est pas logique, et je pense que là, je vous dis, il y aura jurisprudence, et qu'aujourd'hui, les clubs, je pense que la FIFA, lorsqu'elle va essayer du dossier, aura une toute autre position, parce que c'est pas possible que ce soit ainsi. Vous allez donc saisir le tribunal arbitral du sport. C'est mon président qui est face à la situation avec le ministre du Sport. Et logiquement, Dieu sait si mon président est quelqu'un d'extrêmement fair-play, c'est un ancien arbitre international. Mais là, je peux vous dire qu'il a vécu la scène avec nous. Et en toute logique, il va porter, je dirais, le dossier devant le TAS. Oui, on espère qu'on aura, je dirais, gain de cause.
Parce que aussi, je dirais, les gens ont tendance à banaliser l'affaire, quoi. C'est quelque chose de l'ordre. Oui, on se souvient très bien des images et comment elles nous avaient surprises, pour ne pas dire choquées. Hervé Penaud. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec certaines méthodes qu'on a connues à une certaine époque et effectivement dire on a connu ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'ère du professionnalisme. Et effectivement, il y a des joueurs qui jouent dans des grands clubs et ça peut impacter énormément. Et en dehors de ça, même s'ils jouent dans des grands ou des petits clubs, il y a un règlement. Et à un moment, il faut être respectueux de ce qu'ils doivent faire. On verra ce que ça donnera dans le match. Mais tout que je trouve que c'est pas bête de pas abandonner le combat parce qu'à un moment, il faut aller au bout des choses. Et puis surtout, faut que c'est dommage d'en arriver jusqu'au tas, Hervé. Ah, très dommage. C'est ça que moi je déplore dans cette histoire. Je suis d'accord avec toi dans le sens où il doit venir d'en haut et il doit pas seulement venir avec des sélections nationales comme la Gambie, si ça doit être le cas, mais aussi avec les gros, pour guillemets, si je peux me permettre. Je me souviens, et voilà, alors je ne veux pas dire que je passe pour ma paroisse ou ma mosquée si je puis me permettre, quand le bus de l'Algérie se fait caillasser en 2010, par exemple, par les Égyptiens, même si c'était en dehors du stade, il n'y a eu aucune sanction à l'égard de la fédération